Les bulles de champagne captaient la lumière de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre de ma cuisine, chacune s'élevant comme une minuscule prière à laquelle j'avais cessé de croire depuis des années. Mon 66e anniversaire. Ce chiffre me semblait étranger, comme parler une langue dont j'avais oublié la prononciation. Je regardais ces bulles disparaître à la surface, une à une, en attendant l'arrivée de mon fils Antoine, avec le geste qu'il avait choisi pour marquer une nouvelle année de mon existence. La sonnette résonnait dans mon modeste appartement du 15e arrondissement, le même de pièces que j'avais élu domicile depuis qu'Antoine avait 12 ans. Le même papier peint délavé, le même parquet qui grinçait, la même vue sur la cour où Madame Dubois étendait encore son linge tous les mardis matins. Rien n'avait changé ici. Rien n'avait jamais changé. Maman? La voix d'Antoine avait ce ton familier, assez chaleureux pour être entendu en public, assez creux pour que j'apprenne à entendre le vide en dessous. Il est entré dans mon salon avec l'assurance d'un homme qui avait gagné son premier million avant 40 ans, ses chaussures italiennes en cuir claquant sur mon parquet usé comme un compte à rebours que je ne comprenais pas encore bien. Derrière lui, Céline, sa femme depuis 8 ans, son sac Hermès serré contre elle comme une armure. Elle m'offrait ses baisers aériens qui ne touchent jamais vraiment la peau, son parfum cher et froid persistant dans l'espace entre nous comme une barrière invisible. « On a quelque chose de spécial pour toi », a annoncé Antoine en sortant une enveloppe de la poche de sa veste. Le papier était épais, cher. Le genre de papier à lettres qui annonce sa qualité avant même d'en lire le contenu. « Joyeux anniversaire, maman !» Je l'ai ouverte, les doigts légèrement tremblants non pas à cause de l'âge, même si c'est ce qu'il supposerait, mais à cause de l'étrange prémonition qui me remontait le long de l'échine comme un avertissement. À l'intérieur se trouvait la photo d'une structure en bois niché au milieu des pins, rustique et simple. Une cabane. En dessous, un acte de propriété avec mon nom imprimé en caractères officiels. « Ton chez toi dans les Vosges », expliqua Antoine, la poitrine gonflée par cette fierté que je lui connaissais, enfant, lorsqu'il rapportait un dessin qui lui plaisait particulièrement. 30 000 €. Un pur investissement, maman. L'immobilier y est en hausse. Le silence s'étira entre nous comme un fil tendu. 30 000 €. Je fixai la photo, cette boîte en bois censée représenter son amour pour la femme qu'il avait élevée seule après la mort de son père, alors qu'il avait 7 ans. La femme qui avait cumulé 3 emplois pour payer ses études en école de commerce. La femme qui avait mangé du pain beurré pour qu'il puisse avoir de vrais repas. 2 mois plus tôt, j'étais chez Antoine pour le déjeuner dominical, une de nos réunions de famille de plus en plus rares, lorsque sa belle-mère Brigitte arriva à l'improviste de sa nouvelle maison de campagne en Provence. 200 000 €, avait-elle mentionné nonchalamment autour d'un café, caressant le titre de propriété comme s'il était en soi. Un cadeau d'Antoine et Céline pour son 70e anniversaire. Ce garçon me traite mieux que mes propres enfants. Avait-elle ri, et quelque chose dans ma poitrine s'était cristallisé en une petite pierre dure que je portais encore en moi. C'est merveilleux, m'entendis-je dire, les mots sortant avec l'aisance exercée d'une femme qui avait passé des décennies à ravaler sa déception. Merci à tous les deux. Mais en regardant mon fils, en le regardant vraiment, j'ai vu quelque chose scintiller sur ses traits. Soulagement? Culpabilité? Ou peut-être juste la satisfaction d'un devoir accompli, une conscience momentanément apaisée. Il m'embrassa sur le front de lèvres effleurant à peine ma peau, puis ils repartirent, retournant à leur vie à Neuilly-sur-Seine, avec son sol en marbre et sa piscine chauffée, me laissant seul avec la photo d'une cabane en bois et la certitude grandissante d'avoir été mesurée et jugée incompétente. Le train pour les Vosges quitta la gare de l'Est à 7h15 le samedi suivant. J'avais pris le départ matinal, en partie pour éviter la foule du week-end, mais surtout parce que j'avais à peine dormi depuis ma visite d'anniversaire. La photo du chalet était posée sur ma table de nuit, et chaque fois que je la regardais, je ressentais cet étrange mélange de gratitude et de chagrin qui était devenu mon compagnon constant. La campagne défilait devant ma fenêtre dans des nuances de vert dont j'avais oublié l'existence dans mon monde urbain. Des forêts denses de pins et de chênes, des prairies parsemées de fleurs sauvages, de petits villages où le temps semblait s'écouler au rythme des saisons plutôt qu'au rythme des horaires de métro. C'était beau, indéniablement. Mais la beauté, j'avais appris, pouvait être une forme d'exil. Le chauffeur de taxi qui m'avait récupéré à la gare était un septuagénaire buriné, les mains marquées de ce genre de rides qui trahissaient des décennies de travail en plein air.
Vous êtes la Parisienne au chalet près du lac de Gérardmer? Demanda-t-il avec l'accent rauque de la région. Je suppose que oui. Il me jeta un coup d'œil dans le rétroviseur tandis que nous sillonnions les chemins forestiers. Joli petit endroit. L'ancien propriétaire était un Allemand, il l'utilisait pour les vacances. Une construction solide, cependant. Ces hivers montagnards, il faut du solide. La cabane apparaissait à travers les arbres comme sortie tout droit d'un conte de fées, mais pas du genre où l'on sauve des princesses. Plutôt du genre où l'on laisse les vieilles femmes se débrouiller seules dans la nature. Elle était bien construite, je devais l'admettre. D'épais murs en bois, des fondations en pierre, des fenêtres qui encadraient la forêt comme des tableaux. Mais elle était aussi petite. Exiguë. Le genre d'espace qui annonçait ses limites dès qu'on y mettait les pieds. 2 pièces et une mezzanine. Une cuisine à peine assez grande pour une personne. Une salle de bain avec des équipements datant de la décennie précédente. C'est là que mon fils imaginait que je passerais le reste de mes jours. C'était sa vision de mon avenir, isolée, diminuée, reconnaissante des quelques bribes d'attention qu'il pouvait parfois me témoigner. Je posai mon sac de voyage sur le lit étroit et tentai d'invoquer la gratitude que je savais devoir ressentir. Une propriété valant 30 000 €, ce n'était pas rien. Pour une couturière retraitée vivant d'une modeste pension, cela représentait la sécurité. Cela représentait quelque chose. Mais debout dans ce petit espace, entouré de murs inconnus et du poids oppressant de la solitude, je ne pouvais m'empêcher de penser que je me trouvais dans mon propre mausolée. L'après-midi s'étendait devant moi comme une toile vierge. J'explorais la cabane méthodiquement, ouvrant les placards et vérifiant les installations avec la minutie de quelqu'un qui cherche à se convaincre de sa gratitude. La cuisine était approvisionnée en produits de première nécessité, sucre, café, quelques conserves. Quelqu'un avait pensé à la transition. L'ancien propriétaire, peut-être, ou peut-être Antoine, l'avait-il arrangé. Ce geste aurait dû me toucher. Au lieu de cela, cela me fit l'effet d'une préparation à l'arrivée d'un prisonnier. J'examinais l'armoire encastrée de la chambre lorsque mon doigt remarqua quelque chose d'inhabituel. Un léger interstice dans les boiseries derrière la tringle à vêtements. Je m'y appuyai pour tester et le sentis céder légèrement, comme une porte conçue pour rester cachée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, non pas d'excitation, mais de cette peur particulière qui accompagne la découverte inattendue d'un objet inattendu. Le panneau a glissé avec une facilité surprenante, révélant une petite cavité derrière le mur. À l'intérieur se trouvait une boîte métallique, du genre de celles utilisées pour ranger les documents importants. Elle était poussiéreuse, mais bien conservée, et lorsque je l'ai sortie, elle était plus lourde que prévu. Mes mains tremblaient en la portant jusqu'à la table de la cuisine, et j'ai hésité un instant. Certains secrets sont faits pour rester enfouis. Mais la curiosité a toujours été plus forte que la sagesse dans ma famille. J'ai ouvert la boîte. La première chose que j'ai vue, c'est une enveloppe portant mon nom écrit d'une écriture que je reconnaissais mais que je n'avais pas vue depuis 15 ans. L'écriture soignée de feu mon mari Pierre, la même qui avait orné notre album de mariage et nos cartes d'anniversaire, et le mot qu'il avait laissé sur le comptoir de la cuisine le matin de sa mort à l'usine. J'ai encore oublié mon déjeuner. Ne me rejoins pas si je suis en retard. Je t'aime, ma chérie. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre datée de 6 mois seulement avant son accident, et la lire, c'était comme entendre sa voix au fil des ans. Ma chère Sylvie, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que quelque chose est arrivé au document que j'ai soigneusement préservé. J'ai souscrit une assurance vie auprès du régime de prévoyance de l'usine. 450 000 € pour assurer ton avenir et les études d'Antoine. Le numéro de police est joint, ainsi que tous les documents nécessaires. Tu es l'unique bénéficiaire. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Antoine, car je voulais que ce soit une surprise, un doudou pour la femme qui m'a donné tout ce qui valait la peine d'être vécu. Sois heureux, mon cœur. Tu mérites le bonheur. Le monde a basculé. J'ai lu la lettre 3 fois avant que mon cerveau n'ait pu assimiler ce que je voyais. 450 000 €. Une assurance vie dont je n'avais jamais entendu parler, dont je n'avais jamais été informé, dont je n'avais jamais bénéficié. J'avais passé 15 ans à survivre, travaillant comme couturière jusqu'à ce que mes doigts soient rongés par l'arthrite, esquivant les rendez-vous médicaux faute de pouvoir payer les tickets modérateurs,
mangeant de la soupe en conserve au dîner pendant que mon fils bâtissait son empire. Mais il y avait plus dans la boîte. Des relevés bancaires au nom d'Antoine montrant des dépôts d'exactement 450 000 € 3 mois seulement après la mort de son père. Des relevés d'investissement retraçant la croissance de cet argent sur 15 ans. Et le plus accablant, une copie de ma propre signature sur le formulaire de déclaration de sinistre, une signature que je n'avais jamais écrite, si parfaitement falsifiée que même moi j'aurais pu la croire authentique si je n'avais pas été plus futé. Mon fils m'avait volé mon avenir et l'avait utilisé pour construire le sien. La pièce tournait autour de moi comme un carrousel qui a mal tourné. Je m'agrippais au bord de la table jusqu'à en avoir les jointures blanches, luttant contre des nausées qui n'avaient rien à voir avec une maladie physique, mais avec la destruction totale de tout ce que j'avais cru en ma vie ces 15 dernières années. Je repensais à toutes les fois où j'avais loué le sens des affaires d'Antoine, sa capacité à identifier les opportunités, sa réussite dans le monde concurrentiel de l'immobilier parisien. Je repensais à la fierté que j'avais ressentie en le voyant passer de la classe moyenne à la fortune avant son 40e anniversaire. Je repensais à ma gratitude pour son aide occasionnelle pour mes factures d'électricité, ses cadeaux d'anniversaire, ses primes de Noël qui me maintenaient la tête hors de l'eau. Il m'avait aidé à survivre avec les miettes d'un festin qui aurait dû être le mien. La forêt devant ma fenêtre s'était assombrie pendant que je lisais, et le chalet me semblait plus petit que jamais. Mais ce n'était pas seulement l'espace physique qui me gênait. C'était le poids de comprendre que toute ma vie avait été construite sur un mensonge. Chaque combat, chaque sacrifice, chaque instant de gratitude que j'avais éprouvé envers mon fils, tout cela était bâti sur le vol et la tromperie. J'ai passé cette nuit-là sur le lit étroit de la cabane, les yeux rivés au plafond, à écouter les sons inconnus de la forêt. Les hiboux s'interpellant dans l'obscurité. Le vent soufflant dans les branches de pin comme des secrets murmurés. Et sous tout cela, le rythme régulier de mon propre cœur, toujours fort malgré tout, toujours déterminé à continuer. Au matin, le choc s'était cristallisé en quelque chose de plus dur et de plus utile, la détermination. J'avais passé 15 ans à être reconnaissante pour les mauvaises choses. Il était temps maintenant d'arrêter de m'excuser d'exister et de commencer à exiger ce qui me revenait de droit. Le voyage en train de retour vers Paris était différent cette fois-ci. Je ne revenais pas comme la même femme qui était partie 2 jours plus tôt avec une photo et le sentiment d'attente diminué. Je revenais comme quelqu'un qui avait découvert qu'on m'avait volé, et un vol exige justice. Mais d'abord, il me fallait comprendre toute l'ampleur de ce qui m'avait été volé. Le café près du cimetière du Père-Lachaise où j'ai rencontré maître Bernard Rousseau était le genre d'endroit où les conversations se déroulaient à voix basse et où les affaires se réglaient autour d'un expresso à réveiller les morts. Rousseau était un avocat que j'avais trouvé grâce à des recherches minutieuses, quelqu'un d'expérimenté en matière de fraude à l'assurance et de litiges familiaux, dont les honoraires étaient raisonnables pour le budget d'une couturière. Il était plus jeune que je ne l'aurais cru, peut-être 45 ans, et possédait une intelligence vive qui me rappelait étrangement Antoine à cet âge. Mais là où l'intelligence de mon fils était devenue prédatrice, celle de Rousseau semblait protectrice. Il écouta mon récit sans interruption, prenant des notes d'une main attentive, posant des questions pointues qui démontraient qu'il comprenait les dimensions juridiques et émotionnelles de ce qui m'avait été fait. La bonne nouvelle, dit-il finalement, c'est que la fraude à l'assurance est imprescriptible en France. La mauvaise nouvelle, c'est que prouver un faux après 15 ans nécessitera une analyse médico-légale, des témoignages et une trace écrite qui pourrait avoir été délibérément occultée. Il s'adossa à sa chaise, m'observant avec l'expression de quelqu'un cherchant à évaluer si son client avait l'endurance nécessaire pour un combat prolongé. Ce ne sera pas facile, Madame Moreau. Votre fils aura des ressources, des avocats, des moyens de rendre les choses compliquées et coûteuses. Êtes-vous prête pour ce genre de bataille? Je pensais à la cabane. Je pensais au ranch de Brigitte. Je pensais à 15 années de gratitude pour les miettes pendant que mon fils se régalait de ce qui aurait dû être mon héritage de son père. Je me suis battu toute ma vie, lui dis-je. C'est la première fois que je sais pourquoi je me bats. L'enquête commença discrètement. Rousseau était méthodique, collaborant avec un expert comptable pour retracer le parcours de l'argent à travers les différentes entreprises et investissements d'Antoine. Les 450 000 € initiaux avaient effectivement considérablement augmenté, atteignant près de 1,2 million d'euros grâce à des investissements immobiliers et une gestion de portefeuille boursier prudent. Il s'avéra que mon fils n'était pas seulement un voleur,
mais un voleur compétent. Pendant ce temps, je menais mes propres recherches. J'ai visité l'usine où Pierre avait travaillé et discuté avec d'anciens collègues qui se souvenaient de l'avoir entendu parler de la police d'assurance qu'il avait souscrite pour l'avenir de Sylvie. J'ai recueilli des témoignages de voisins qui se souvenaient de ma situation financière difficile après le décès de Pierre, de mes multiples emplois, de mes demandes occasionnelles de petits prêts pour faire face à des dépenses imprévues. Plus important encore, j'ai rassemblé des preuves de mes propres compétences, des relevés bancaires attestant que j'avais géré mes modestes finances de manière responsable pendant des décennies, des dossiers médicaux attestant de ma vivacité d'esprit, ainsi que des références d'anciens employeurs et clients attestant de ma fiabilité et de mon bon jugement. Parce que je savais ce qui allait arriver. Je savais que, coincé, Antoine déploierait la même stratégie qui lui avait permis de me voler, il me dépeindre comme incompétente, instable, indigne de gérer mes propres affaires. La confrontation eut lieu un dimanche d'octobre, 2 mois après que j'eus découvert la vérité. Antoine m'avait invité à déjeuner chez lui à Neuilly-sur-Seine, une de nos réunions de famille de plus en plus rares. J'acceptai, mais cette fois, j'étais préparé. La maison me coupait toujours le souffle, non pas par admiration, mais par la douloureuse conscience du fossé qui séparait sa vie de la mienne. Sol en marbre importé d'Italie. Une cuisine plus grande que tout mon appartement. Une piscine dont l'entretien coûtait plus cher chaque année que mes dépenses alimentaires. Et maintenant, je savais d'où venait l'argent pour construire ce monument à sa réussite. « Tu as bonne mine, maman », dit Céline en servant des apéritifs dans des verres en cristal qui reflétaient la lumière de l'après-midi comme des diamants. « L'air de la montagne doit te convenir. » J'ai souri et accepté le champagne, comme j'avais accepté les cadeaux d'Antoine pendant des années avec une gratitude qui masquait une compréhension croissante de leur véritable coût. En fait, ai-je dit en posant mon verre avec une précision délibérée, je voulais discuter d'une trouvaille au chalet. L'atmosphère de la pièce a changé instantanément. La main d'Antoine s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche et le sourire de Céline a vacillé comme une bougie au vent. Ils savaient tous les deux, ai-je réalisé. Bien sûr qu'ils savaient tous les deux. J'ai trouvé des papiers, ai-je continué d'une voix calme et posée. Des papiers qui appartenaient à votre père. Au sujet d'une assurance vie. Antoine a reposé son verre avec les gestes prudents de quelqu'un qui s'efforce de paraître calme tandis que son monde changeait sous ses pieds. Maman, je crois qu'il y a une confusion. 450 000 €, ai-je dit. C'est ce que votre père m'a laissé. C'est pour cela que vous avez falsifié ma signature. Le silence qui a suivi a été profond. Même la maison semblait retenir son souffle, attendant de voir quelle version de la réalité survivrait aux prochaines minutes. Vous ne vous sentez pas bien, dit finalement Céline, sa voix prenant ce ton condescendant que je l'avais entendu utiliser avec les employés de service et les parents âgés. Le stress du déménagement, l'isolement au chalet. Parfois, ces choses peuvent semer la confusion chez les personnes âgées. Je fouillai dans mon sac à main et en sortis un dossier contenant des copies de tout ce que j'avais trouvé. La lettre originale de Pierre. Les relevés bancaires. La fausse signature. Les relevés d'investissement. Je les posai sur la table basse avec le soin de quelqu'un qui expose des preuves devant un tribunal. Je ne suis pas confus, dis-je. Je suis informé. Le visage d'Antoine était devenu pâle, mais ses yeux gardaient l'expression calculatrice dont je me souvenais de son enfance, lorsqu'il avait été pris en flagrant délit de mensonge et cherchait l'histoire qui le tirerait d'affaire. Même s'il y avait eu un malentendu sur les papiers il y a 15 ans, le délai de prescription. Il n'y a pas de délai de prescription pour la fraude à l'assurance. Je me suis levé, lassé d'être assis dans leur luxe volé, respirant leur air recyclé. Mon avocat me l'a expliqué. Le mot « avocat » les a frappés comme un coup de poing. Céline a reculé, et le sang-froid d'Antoine a fini par se fissurer suffisamment pour laisser transparaître la panique sous-jacente. « Maman, s'il te plaît. Soyons raisonnables. J'étais jeune quand papa est mort, je m'occupais de tellement de détails, il y a peut-être eu des erreurs dans les papiers. » Des erreurs? J'ai ri, mais sans humour. Tu as dit à la compagnie d'assurance que j'étais mentalement instable. Tu leur as fourni de faux dossiers médicaux affirmant que j'étais incapable de gérer mes propres affaires. Tu as dit à nos voisins que j'avais des problèmes de mémoire pour expliquer pourquoi je n'avais jamais mentionné avoir reçu d'argent. Ce n'étaient pas des erreurs, Antoine. C'était une stratégie.
Je me suis dirigé vers la porte, mes pas résonnant dans leur mausolée de marbre. Tu as une semaine pour contacter mon avocat et arranger la restitution de ce que tu as volé. Après cela, je porte plainte au civil et au pénal. Derrière moi, j'entendis la voix de Céline s'élever, paniquée. Elle ne peut rien prouver. C'est sa parole contre. Mais j'étais déjà parti, marchant dans l'air automnal qui prenait soudain un goût de liberté. La semaine qui suivit fut la plus longue de ma vie. Non pas parce que j'attendais l'appel d'Antoine, je savais qu'il ne le ferait pas, je savais que sa fierté et son style de vie dépendaient trop du maintien du mensonge, mais parce que je me préparais à la guerre contre quelqu'un que j'avais aimé pendant 66 ans. Maître Rousseau déposa les papiers un jeudi matin. Plainte civile pour escroquerie et vol. Plainte pénale pour faux et escroquerie à l'assurance. Demande d'une expertise comptable complète de tous les investissements réalisés avec les fonds volés. Et exigence de restitution immédiate du montant initial, plus 15 ans de croissance du placement, calculé à la valeur actuelle du marché. La réponse arriva plus vite que prévu. Pas d'Antoine, mais d'un cabinet d'avocats du 8e arrondissement, le genre de cabinet de type sandwich, qui demandait 1 000 € rien que pour répondre au téléphone. Ils souhaitaient se rencontrer pour discuter de ce qu'ils appelaient un possible malentendu entre membres de la famille. Je les ai rencontrés dans leur bureau de l'avenue Hoche, dans une salle de conférence dont les fenêtres donnaient sur l'Arc de Triomphe. L'avocat principal était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés, avec cette assurance que donne celui qui n'a jamais perdu un procès et qui tenait à le gagner. À ses côtés était assis un jeune collaborateur, à ma grande surprise, une psychiatre, le docteur Elisabeth Morvan, d'après sa carte de visite. Madame Moreau, commença l'avocat principal, nous sommes ici parce que votre fils s'inquiète de votre comportement récent. Les accusations que vous avez portées, les actions en justice que vous avez engagées, tout cela suggère que quelqu'un n'a peut-être pas les idées claires. Le psychiatre se pencha en avant avec une compassion éprouvée. Il n'est pas rare que les personnes âgées développent des idées paranoïaques, surtout lorsqu'elles vivent isolées. Le chalet que votre fils a si généreusement fourni a peut-être contribué à des sentiments d'abandon ou de persécution. Je les ai écoutés m'expliquer mon état mental pendant près de 20 minutes. Comment le deuil peut se manifester par de faux souvenirs. Comment le stress financier peut engendrer des complots complexes dans des esprits confus. Comment les membres de la famille sont souvent les premières cibles des pensées délirantes chez les proches âgés. Lorsqu'ils ont eu terminé, j'ai ouvert ma mallette et déposé un seul document sur la table de conférence. Il s'agit d'une évaluation psychiatrique que j'ai faite la semaine dernière, ai-je dit. Docteur François Dubois à l'hôpital Sainte-Anne. Évaluation cognitive complète, test de mémoire, évaluation psychologique. J'ai obtenu un score dans le 95e percentile pour ma tranche d'âge. La psychiatre a pris le rapport, et j'ai vu sa confiance s'évaporer à mesure qu'elle le lisait. Bilan de santé mentale impeccable. Aucun signe de démence, de dépression ou de pensée délirante. Conclusion, le patient présente d'excellentes fonctions cognitives et une excellente stabilité émotionnelle. J'ai aussi une analyse médico-légale de la signature sur les documents d'assurance, ai-je poursuivi en posant un autre dossier sur la table. Un témoignage d'expert attestant qu'elle était falsifiée. Des relevés bancaires attestant des dépôts sur les comptes de mon fils. Des relevés d'investissement montrant comment il a utilisé mon argent pour constituer son portefeuille. Les cheveux argentés de l'avocat principal avaient perdu de leur éclat. Même s'il y avait des irrégularités dans les documents originaux. Il y a eu des délits, ai-je corrigé. Plusieurs crimes. Et j'ai des preuves. Je me suis levé, rassemblant mes papiers avec la même précision que j'utilisais autrefois pour couper le tissu des robes de mes clientes. Chaque mesure était exacte. Chaque ligne nette. Chaque pièce remplissait sa fonction. Vous avez 48 heures pour présenter une offre à l'amiable, leur ai-je dit. Ensuite, je tiendrai une conférence de presse et je laisserai les médias expliquer au public comment un homme d'affaires prospère a bâti sa fortune en volant l'héritage de sa mère veuve. Le procès pénal a commencé en février, 6 mois après que j'ai ouvert la boîte dans la cloison de la cabine. Antoine avait engagé la meilleure équipe de défense possible, mon argent, en fin de compte, ce qui ajoutait une ironie amère à la procédure. Ils avaient tout essayé. La diffamation me présentant comme une vieille dame aigrie en quête d'attention et de vengeance.
Des défenses techniques arguant que les erreurs administratives ne devaient pas être criminalisées. Des appels émotionnels, soulignant l'action caritative et le rôle social d'Antoine. Mais les preuves étaient accablantes. L'analyse médico-légale de la signature falsifiée. Les documents financiers montrant le cheminement de l'argent volé à travers ses investissements. Les témoignages d'employés de la compagnie d'assurance qui se souvenaient des inquiétudes de l'expert en sinistre concernant ma prétendue incapacité mentale. Le plus accablant, le témoignage du docteur Morvan elle-même, qui a admis lors du contre-interrogatoire avoir été engagée pour une évaluation psychiatrique avant même de me rencontrer. Le procès a duré 3 semaines. Antoine était assis dans le fauteuil de l'accusé, vêtu de costume de marque payé avec l'argent qui aurait dû assurer ma retraite, et chaque jour je le voyais s'affaiblir un peu plus. Non pas par culpabilité, je n'ai jamais vu de véritable remords dans ses yeux, mais par la rage frustrée de quelqu'un dont le monde soigneusement construit s'écroulait malgré tous ses efforts pour le maintenir. Le jury délibéra moins de 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. 2 ans de prison, avec sursis conditionnel à une restitution intégrale et à des pénalités. 5 ans de probation. Travaux d'intérêt général pour l'éducation financière des seniors, la touche poétique particulière du juge. Mais le véritable châtiment avait déjà commencé. Le scandale avait été largement couvert par Le Figaro et d'autres journaux. Les associés d'Antoine avaient discrètement pris leur distance. Son agence immobilière avait perdu plusieurs clients importants. Et Céline, confrontée à la perspective de subvenir à leurs besoins avec des revenus considérablement réduits alors qu'elle était mariée à un condamné, avait demandé le divorce avant même la fin du procès. L'accord civil fut finalisé un mardi d'avril. 1,2 million d'euros, soit la valeur actuelle de mon héritage volé, plus les intérêts et les pénalités. De quoi m'acheter un vrai appartement dans le 7e arrondissement avec vue sur la Seine. De quoi voyager. De quoi vivre dignement plutôt que reconnaissante. Mais plus que l'argent, j'avais reconquis autre chose, le droit d'exister selon mes propres conditions, sans excuse, sans le sentiment constant de devoir être reconnaissante pour les miettes qu'on me jetait. L'appartement que j'avais acheté se trouvait sur l'île Saint-Louis, dans un immeuble du XVIIe siècle avec de hauts plafonds et des fenêtres qui baignaient chaque pièce de lumière. C'était peu pratique pour une femme de mon âge, 3 étages, pas d'ascenseur, mais j'avais passé trop d'années à être pragmatique, à me contenter de moins, à accepter des limites imposées plutôt que choisies. J'ai engagé une femme de ménage nommée Marie, qui venait 2 fois par semaine et avait son avis sur tout, des compositions florales à la bonne préparation de la bouillabaisse. J'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait 1 fois par mois dans un café près de la Sorbonne. J'ai commencé à suivre des cours d'histoire de l'art à l'université locale, une activité que j'avais toujours rêvé de faire, mais que je n'avais jamais eu le temps ni l'argent pour entreprendre. Plus surprenant encore, j'ai commencé à voyager. Non pas les excursions prudentes que je m'autorisais parfois par le passé, mais de véritables voyages. 1 mois en Toscane, à séjourner dans des villas de location et à manger dans des restaurants où il n'était pas nécessaire de vérifier les prix avant de commander. 2 semaines à Prague, à arpenter les rues pavées et à écouter de la musique de chambre dans des églises plus anciennes que le pays où j'avais grandi. Un hiver au Maroc, à écrire des cartes postales à personne en particulier et à apprendre que je pouvais parfaitement me contenter de ma propre compagnie. Le chalet dans les Vosges est également devenu quelque chose de différent. Non pas un lieu d'exil, mais un refuge. Je l'ai conservé, rénové comme il se doit, transformé en ce genre de sanctuaire de montagne que j'aurais pu choisir s'il avait été offert en cadeau plutôt qu'imposé comme une contrainte. J'y passais mes week-ends quand j'avais besoin de calme, quand l'énergie de la ville me submergeait, quand je voulais me remémorer le moment où j'avais découvert ma propre force. 6 mois après la fin du procès, par un après-midi de septembre, alors que l'île Saint-Louis était dorée par la lumière automnale, ma sonnette retentit. J'ouvris et trouvai une jeune femme aux yeux noirs d'Antoine et au menton têtu, debout sur le pas de ma porte, avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui aurait répété un discours mais l'aurait oublié en arrivant. « Grand-mère » dit-elle, utilisant un titre que je n'avais pas entendu depuis des années. « Je suis Isabelle, la fille d'Antoine. Ma petite fille. 18 ans, selon mes calculs, même si j'avais manqué la plupart de ces années grâce à la gestion prudente de notre relation par ses parents. Elle était belle, comme le sont les jeunes femmes qui n'ont pas encore conscience de leur propre pouvoir, et elle se tenait avec la confiance incertaine de quelqu'un au seuil de l'âge adulte.
Je sais qui tu es, dis-je doucement. Voulez-vous entrer? Elle me suivit dans le salon, son regard s'attardant sur les proportions élégantes de l'appartement, le mobilier soigneusement choisi, l'impression d'une vie vécue selon ses propres règles. C'était probablement différent de ce à quoi elle s'attendait, différent de l'image que ses parents avaient peinte de la vieille femme amère qui avait détruit leur famille par dépit. Je voulais entendre votre version, dit-elle finalement en s'installant sur la chaise en face de mon bureau. Sur ce qui s'est passé. Sur le procès. Sur tout. Alors je lui ai raconté. Non pas la version simplifiée parue dans les journaux, mais la vraie histoire. Les années de lutte après la mort de son grand-père. La gratitude que j'avais ressentie pour chaque petite gentillesse de son père. Le choc de découvrir la vérité. Le choix entre se taire ou se battre pour la justice. Elle écouta sans interruption, demandant parfois des éclaircissements, sans jamais défendre ni condamner. Lorsque j'eus terminé, elle resta assise en silence pendant plusieurs minutes, assimilant des informations qui avaient probablement remis en question tout ce qu'on lui avait dit sur l'histoire de sa famille. J'étudie le droit à Sciences Po, dit-elle enfin. La professeure Martineau a utilisé votre cas comme exemple dans notre cours sur la maltraitance financière des personnes âgées. Elle a dit que c'était un exemple classique de défense des victimes, comment retrouver sa place après des années d'exploitation systématique. J'ai préparé du thé pendant qu'elle continuait à parler, me parlant de ses études, de son projet de spécialisation en droit de la famille, de ses sentiments complexes concernant le divorce de ses parents et la condamnation de son père. Elle était attentionnée, éloquente et d'une franchise rafraîchissante, des qualités qui me rappelaient non pas Antoine, mais moi-même à son âge. « Je ne veux rien de toi, » dit-elle tandis que je servais le thé dans des tasses en porcelaine ayant appartenu à ma grand-mère. « Je ne suis pas ici pour l'argent, les obligations familiales ou la culpabilité. Je voulais juste te connaître. La vraie toi, pas celle qu'on m'a donnée. » Nous avons discuté jusqu'au coucher du soleil sur la Seine, peignant mon salon de tons rose et or qui donnait à tout un air de douceur et de clémence. Elle m'a parlé de ses amis d'université, de sa passion pour les droits de l'homme, de sa relation complexe avec les privilèges et de la conscience que ses études avaient été financées par de l'argent volé. Je lui ai parlé de mes voyages, de mes cours d'histoire de l'art, du plaisir inattendu de découvrir ce que j'appréciais vraiment lorsque mes choix n'étaient plus limités par la nécessité financière. Lorsqu'elle est finalement partie, promettant de revenir bientôt, je suis resté à ma fenêtre à la regarder traverser le pont en direction de la rive droite. Elle avançait avec détermination, cette petite fille que j'avais enfin la chance de connaître, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la curiosité pour l'avenir plutôt que le simple soulagement d'avoir survécu au passé. La cabane en bois est vide la plupart des semaines maintenant, attendant mes escapades occasionnelles à la montagne. Mais parfois, je monte simplement m'asseoir dans la cuisine où j'ai ouvert pour la première fois cette boîte cachée, me remémorant cette femme si reconnaissante d'un lot de consolation de 30 000 € qu'elle avait failli manquer la preuve d'un vol d'1 million d'euros. Cette femme me semble désormais une inconnue. Non pas quelqu'un dont j'ai honte, elle a fait ce qu'elle a pu avec les informations dont elle disposait, mais quelqu'un dont j'ai enfin fini de raconter l'histoire. La nouvelle histoire, celle que j'écris en ce moment, ne commence pas par de la gratitude pour des miettes ou des excuses d'exister. Elle commence par une femme qui a appris la différence entre humilité et humiliation, entre loyauté familiale et complicité de vol, entre accepter ses limites et choisir ses limites. Elle commence par quelqu'un qui a découvert que justice et vengeance peuvent sembler similaires de l'extérieur, mais être profondément différentes de l'intérieur. Le service à thé que j'utilise lorsqu'Isabelle me rend visite était ma porcelaine de mariage, rangée pendant des décennies car mon petit appartement n'avait pas de salle à manger digne de ce nom et aucune occasion digne de tels apparats. Maintenant, je l'utilise régulièrement, non pas parce que mes invités sont plus importants que je ne l'imaginais, mais parce que je le suis. C'est peut-être le changement le plus radical de tous. Pas l'argent, même si la sécurité financière est indéniablement précieuse après des années d'incertitude. Pas l'appartement, même si j'en aime chaque pièce avec l'intensité de quelqu'un qui a choisi chaque détail avec soin. Pas même la justice, même si voir Antoine assumer les conséquences de ses choix m'a apporté une satisfaction inattendue. Le changement le plus radical est le suivant, je ne m'excuse plus d'occuper une place dans le monde. Je ne mesure plus ma valeur à la générosité ou à la gratitude des autres pour l'attention qu'ils choisissent de m'accorder.
Je n'accepte plus qu'être vieille, être une femme, être financièrement vulnérable me rende moins digne de dignité, de respect ou d'influence. Le chalet des Vosges était censé être mon amoindrissement, mon exil, ma disparition progressive dans l'insignifiance. Au lieu de cela, c'est devenu l'endroit où j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour cesser d'accepter une vie plus petite que celle que l'on mérite. Et parfois, tard le soir, tandis que je lis dans mon salon, les lumières de Paris scintillant derrière mes fenêtres, je pense à toutes les autres femmes qui vivent peut-être dans leur propre version de cette cabane, reconnaissant des miettes, s'excusant d'exister, acceptant des limites imposées plutôt que choisies. Je pense à ce qu'elles pourraient découvrir si elles commençaient à regarder derrière les murs de leur propre vie, à remettre en question les histoires qu'on leur a racontées sur ce qu'elles méritent et ce qu'elles devraient accepter. Je pense à ces boîtes que nous portons toutes, cachées derrière de faux panneaux, attendant le courage de les ouvrir et de découvrir ce qui nous a manqué, ce qui nous a été pris, ce qui nous revient de droit. La femme qui a reçu cette cabane en bois en cadeau d'anniversaire n'aurait jamais imaginé qu'elle terminerait son histoire en servant le thé à sa petite fille dans un appartement ensoleillé sur la Seine, en planifiant son prochain voyage vers un endroit qu'elle n'a jamais visité, en vivant sans excuse ni explication. Mais encore une fois, cette femme n'avait jamais ouvert la boîte.